Bonjour Olivier Poncelet. Le numéro du MagRH auquel tu as contribué donc, est un numéro qui porte sur la formation, ça va de soi. Il est décomposé en deux parties. Une première partie sur l'actualité. Et donc on va te poser quelques questions sur ce que tu penses de la nouvelle réforme. Et puis la deuxième partie est davantage une partie prospective, une partie innovation de la formation. Mais là j'imagine que la FFP a aussi son mot à dire et ses propres réflexions. Donc on en viendra à ce deuxième chapitre après. Déjà, quel était l'état d'esprit avant cette promulgation de cette nouvelle loi? C'est-à-dire, quelles étaient les attentes en fait de la FFP? Donc, écoute, merci André d'accueillir ces interrogations à la FFP. Merci de nous rejoindre sur ces interrogations importantes, puisqu'effectivement, le constat de la FFP avant la réforme, il était sans appel par rapport au système de la formation professionnelle en France, puisqu'on a seulement 36% des adultes qui bénéficient chaque année d'une action de formation dans notre pays, alors que c'est 53% en Allemagne et c'est plus de 60% dans les pays nordiques. Donc ça, c'est une échelle macro. Ensuite, quand on regarde un petit peu dans le détail, en ce qui concerne les demandeurs d'emploi, par exemple, il faut 7 mois pour un demandeur d'emploi pour accéder à une formation à la sortie de son travail. Et puis plus globalement, il y a une enquête qui vient d'être publiée par le Forum économique mondial qui place la France 34e mondiale en termes de compétences. Donc on avait bien un sujet par rapport au système de formation professionnelle en France. Et donc, ce qu'a souhaité la FFP, et c'est en cela qu'elle a soutenu l'ambition du président de la République et portée aussi par la ministre du Travail, c'était d'opérer un changement d'échelle, à la fois pour former plus et pour former mieux. Former plus en déverrouillant l'accès à la formation professionnelle et former mieux en déscolarisant l'action de formation, mais on pourra y revenir, pour libérer l'innovation qui émerge déjà depuis plusieurs années dans nos secteurs. Alors, j'ai bien compris ce qui était du domaine des attentes de la FFP, mais maintenant que cette loi est connue, est-ce que tu peux nous dire ce qu'en pense la FFP? C'est-à-dire, en définitive, quelles sont les mesures adoptées qui vous conviennent et qui conviennent globalement à l'ensemble des opérateurs ou des acteurs de la formation? Pour la FFP, la loi apporte deux avancées majeures. La première avancée majeure, c'est qu'enfin, le cadre légal et réglementaire s'adapte à ce qu'est devenu l'action de formation et ce que proposent les entreprises de formation depuis maintenant plusieurs années. Avec l'élargissement de la définition de l'action de formation, avec la monétisation du compte personnel de formation, on déscolarise l'action de formation et on quitte, si tu veux, la culture du moyen pour entrer vraiment dans une culture du résultat. Et le résultat, c'est l'acquisition de la compétence professionnelle. Donc ça nous semble être vraiment une bouffée d'oxygène pour notre secteur. Et il y a lieu, je pense, d'être très optimiste par rapport à toutes les innovations qui vont pouvoir émerger de fait de cette innovation et de cette liberté plus grande qui est donnée. Ça, c'est l'aspect très important sur les aspects de formation continue. Et puis, deuxième élément majeur de la loi pour nous, c'est quand même l'apprentissage. L'ouverture de l'apprentissage à tous les centres de formation qui sont en capacité de proposer aux jeunes et aux entreprises des compétences, une insertion durable dans l'emploi, ça nous semble être un élément majeur et la FFP est persuadée qu'on peut augmenter le nombre d'alternants chaque année d'au moins 100 000 grâce à cet aspect de la réforme. Bien sûr, c'est ensuite à chacun des acteurs d'accompagner ce mouvement pour faire en sorte que les futures sections d'apprentissage qui se créent soient bien adaptées aux besoins en compétences des entreprises, c'est-à-dire évidemment les compétences techniques, mais aussi les compétences transverses. Et ça, on va y travailler. Mais il y a là une deuxième bouffée d'oxygène qui nous semble très, très positive. Alors, bien qu'au moment où l'on parle, l'ensemble des décrets ne soit pas encore totalement connu, il n'empêche qu'il est peut-être possible de définir quelles sont les conditions de succès de cette réforme. Est-ce que tu peux nous dire, à ton avis, et à travers toi, l'avis des adhérents de la FFP, qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne? Alors, si on part des besoins, pour les particuliers, il faut que le compte personnel de formation soit incitatif. Pour être incitatif, il faut d'abord qu'il soit facile d'accès.
Et là, c'est tout le travail qui est mené par la Caisse des dépôts à travers l'application CPF, qui bien sûr ne résoudra pas tous les problèmes pour tous les publics, mais qui doit permettre cet effet de levier, de faciliter l'accès à la formation. Et puis deuxième volet, ce sera bien sûr tout l'enjeu d'accompagnement des personnes à travers le conseil en évolution professionnelle. Ça, c'est un élément important, la facilité d'accès à la formation et à ce CPF. Et le deuxième élément, c'est d'encourager à la hauteur ce compte personnel de formation en termes de financement. Parce que si on veut vraiment déverrouiller l'accès à la formation, si on veut passer justement de ces fameux 36% de taux d'accès à rattraper l'Allemagne, par exemple, qui est à 53%, il va bien falloir qu'on massifie l'accès à la formation, mais à des formations de qualité. Donc pour ça, il faut que le CPF soit financé à la hauteur de formations qui demandent du sur-mesure, de l'investissement, de l'accompagnement. Et c'est pour ça aussi que la FFP préconise des incitations fiscales pour toutes les personnes qui abonderaient eux-mêmes leur compte personnel de formation. Je suis un salarié, je suis un actif, un demandeur d'emploi. Je décide d'abonder sur le socle dont je dispose et qui est abondé régulièrement. Et à ce moment-là, l'État, à travers un crédit d'impôt, me permet d'accéder à des formations qui correspondent à mon projet professionnel. Donc ça, c'est en ce qui concerne les particuliers. Ensuite, en ce qui concerne les entreprises, ce qui va être très important, c'est de favoriser les mécanismes de co-investissement entre les salariés et les employeurs. C'est quelque chose qui a été permis par la loi, notamment autour du compte personnel de formation, que les branches et les entreprises se saisissent à travers des accords de cette possibilité de cofinancement et finalement qu'on réconcilie des logiques d'employabilité et de compétitivité. Ça va être un enjeu majeur de la loi. Et puis deuxième élément, et là-dessus il faut qu'on avance, c'est comment on valorise l'investissement dans le capital humain en France, l'investissement en capital humain des entreprises. Dans les autres pays, on l'avait recensé dans le cadre du livre blanc qu'on avait réalisé avec Nicolas Bouzou, il y a des incitations fiscales pour les entreprises. En France, on a un crédit d'impôt recherche, on a un crédit d'impôt innovation. Pourquoi pas créer un crédit d'impôt formation pour les entreprises? Et puis, il y a d'autres leviers que le levier fiscal. Il y a la question d'amortissement, je sais, qui est cher. Il y a la question aussi de la valorisation extra-financière. On parle en ce moment dans la loi Pacte de tout ce qui concerne des mécanismes soit de name and shame, soit même de name and glory, c'est-à-dire de valoriser les entreprises qui sont vertueuses dans un certain nombre de comportements. Pourquoi ne pas valoriser les entreprises qui investissent le plus dans les compétences de leurs collaborateurs? Donc c'est autant de pistes qui nous semblent importantes de travailler dans les tout prochains mois pour éviter qu'il y ait une baisse de l'investissement dans une période où au contraire il faut que la France rattrape son retard et puis soit en capacité de proposer à toutes les organisations et à toutes les personnes de trouver leur place dans un monde qui est en mutation. Bien, on en vient maintenant à l'avenir. Parlons un peu prospective. Les outils pédagogiques sont en train de vivre une véritable révolution, bien entendu essentiellement liée au numérique, mais pas que. On peut se poser aussi la question, à travers d'ailleurs cette nouvelle loi de l'acte de formation, qu'est-ce que ça représente et comment ça peut être appuyé et aidé justement par des nouveaux outils. Ma première question en ce qui concerne donc l'innovation en formation va être quelle est la vision de la FFP sur la digitalisation de la formation? Eh bien André, tu l'as dit, la FFP c'est 700 entreprises de formation donc, qui répondent aux besoins en compétences de l'ensemble des publics en France, c'est-à-dire aussi bien des jeunes, des demandeurs d'emploi, des salariés, des dirigeants de TPE, PME ou d'autres entreprises. Donc à ce titre-là, le digital est un outil pour mieux répondre aux besoins en compétences des entreprises. Et un certain nombre d'avantages offerts par le digital doivent être appropriés par les entreprises de formation. Je pense par exemple à toutes les capacités qui sont offertes en termes de massification de l'accès à la formation, mais aussi de personnalisation des parcours de formation qui sont permis par les outils digitaux. Pour autant, bien sûr, il y a un certain nombre d'écueils par rapport au digital. Il ne faudrait pas croire que le 100% digital va régler tous les problèmes de la formation professionnelle et surtout pas considérer que le digital est uniquement à prendre sous l'angle de la réduction des coûts. Ce serait une erreur historique. On a vu qu'un certain nombre de pays sont revenus de ce sujet-là et ce qui se développe dans tous les pays du monde en termes d'efficacité, c'est bien ce qu'on appelle en bon français le blended learning, c'est-à-dire des parcours de formation qui misent sur une expérience apprenante, à la fois sur du présentiel, sur des outils digitaux, sur l'émotion, donc plus globalement sur tout ce qui marche en pédagogie. Et c'est bien ça vers quoi il faut viser, c'est-à-dire le digital oui, mais au service de la qualité des formations. Alors la FFP, peu de gens le savent, c'est une véritable branche avec
pas loin de 100 000 ou un petit peu plus de 100 000 salariés, donc la branche des organismes de formation. Et à ce titre, on peut attendre d'une organisation et donc d'une branche aussi qu'elle soit en situation d'aide et d'accompagnement pour ces fameuses révolutions à venir. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que fait la FFP pour accompagner la digitalisation de la formation ? Alors la première chose, c'est que la FFP travaille au sein de la branche, tu l'as dit, avec nos partenaires sociaux pour améliorer la visibilité, la compréhension de l'ensemble des entreprises de notre secteur par rapport à l'évolution aussi des métiers et des compétences qui sont utiles. Donc à ce titre, la branche publie un référentiel sur les métiers et les compétences que j'invite tout le monde à voir, et puis bientôt d'autres outils seront dévoilés à ce sujet. Ça, c'est en ce qui concerne la branche et le dialogue social. En ce qui concerne la FFP, l'objectif de la FFP, c'est bien d'être cette plateforme de référence où tous les acteurs du développement des compétences partagent pour améliorer leurs réponses en termes d'offres de formation. Donc à ce titre-là, bien sûr, la FFP a naturellement vocation à accompagner la digitalisation du secteur. Donc on le fait bien sûr à travers les commissions au sein de la FFP où les adhérents se réunissent ici dans les locaux où tu es présent aujourd'hui pour échanger sur les nouveaux outils et les nouvelles solutions qui s'offrent à eux pour élargir leur offre de formation. Et puis parallèlement, on accompagne le secteur dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir que nous portons, pas seulement d'ailleurs pour les adhérents de la FFP, mais pour l'ensemble du secteur. L'objectif central de ce PIA, c'est bien d'accompagner cette acculturation au digital. Donc on propose un parcours pour les dirigeants d'entreprises de formation. Ce parcours, il a 4 étapes. La première étape, c'est un diagnostic de maturité digitale qui permet de scanner l'entreprise de formation, à la fois sur des aspects RH, marketing, management, mais aussi sur les aspects de contenu de formation. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est des événements que l'on mène partout en France. On l'a fait à Toulouse en mars, on l'a fait à Bordeaux en septembre, on s'est associé au Learning Show à Rennes en octobre, et puis on va continuer sur l'ensemble de la France. À travers ces événements, on propose des ateliers collectifs où les dirigeants d'entreprises de formation peuvent s'approprier les outils et les opportunités du digital. La troisième brique, c'est des capacités de cofinancement qu'on propose aux dirigeants d'entreprises de formation. Donc vous pouvez appeler la FFP pour bénéficier de facilités, pour aller chercher des conseils en transformation digitale auprès de spécialistes et d'experts de la transformation digitale. Et puis enfin, nous sommes en train de mener une étude sur la transformation des modèles économiques dans notre secteur du fait justement de cette nouvelle économie digitale. Voilà. Donc ce qu'on constate, et ça il y a lieu d'être très optimiste en fait par rapport au secteur de la formation, ce qu'on constate au sein de la FFP, c'est que de plus en plus des nouveaux entrants, des acteurs qui sont présents depuis plus longtemps sur le marché, discutent entre eux, échangent et améliorent tous la qualité de la formation grâce au digital. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le secteur. La loi ouvre des portes et donc on va suivre tout ça et bien sûr la FFP est là pour accompagner ce mouvement.